Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous faire mon retour d'expérience sur le business de prestation IA B2B en France. Donc, ça veut dire quoi, business de prestation? C'est tout ce qui est développement d'agents IA, d'automatisation et de back-end de SaaS. En tout cas, nous, c'est notre spécialité. Donc, j'aimerais vous donner ma compréhension du marché. Est-ce que c'est un marché en hypercroissance? Les infopreneurs vs les développeurs. Donc, premier axe de questionnement, est-ce que c'est un marché en hypercroissance? À mon avis, oui. Pourquoi? Parce qu'on a des CEO de très grosses boîtes comme le CEO de Scale AI qui dit que d'ici 2 ou 3 ans, le marché des LLM va faire x1000. Ou encore le patron de Nvidia qui dit que d'ici 10 ans, la puissance des LLM va faire x1 million. Et même si c'est pas x1 million, c'est x10 000, x100 000, force est de constater que les LLM vont s'intégrer de manière profonde et long terme dans les process métiers des entreprises. Deuxième point, les infopreneurs vs les développeurs. Bon, à mon avis, vous connaissez pas mal d'influenceurs autour de l'IA, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui ont un retour pratique de ce qui se fait. Quand je dis dans ce qui se fait, c'est-à-dire les solutions qu'on va proposer en face des problématiques, comment les vendre, comment garder les clients, tous ces différents axes business, que ces infopreneurs n'ont pas forcément. Donc au niveau de l'acquisition, fondamentalement, on peut acquérir des clients via du contenu, c'est-à-dire que vous allez créer du contenu sur les différents réseaux sociaux, puis les gens vont vous contacter. On a de l'Ads, par exemple Facebook Ads ou Google Ads, et vous avez de la prospection aussi, soit envoyer des mails, des messages, des appels, donc des BDR, des gens qui vont appeler à votre place pour vendre votre prestation. Et vous avez aussi des partenariats, donc des gens qui vont vous référer et qui vont prendre ou pas un pourcentage. Une fois que vous avez généré du trafic, c'est quand même vachement compliqué, ça peut prendre du temps et du momentum pour générer du trafic. On a pouvoir convertir ce trafic. Et pour convertir ce trafic, il faut de la trust. À mon avis, il y a 2 niveaux de trust. Le premier niveau de la trust, c'est effectivement si vous vous entendez avec la personne en face. Parce que c'est quand même important que vous vous entendez bien avec votre client, que vous êtes aligné avec lui. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que vos compétences, votre expertise correspond effectivement aux problématiques que vous allez attaquer? Typiquement, si vous vendez du support client et qu'en face la personne elle veut plus de clients, le match ne se fera pas et donc ça ne sert à rien. Donc il faut maximiser le nombre de projets que vous avez et des projets qui correspondent aux problématiques de vos clients, que ça soit spécialisé dans l'IA ou non. Alors, concernant les meilleures niches, étonnamment, à chaque fois, on vous dit de bien connaître votre cible client, et à mon avis, c'est vachement important, mais nous, on s'est plus positionné sur une technologie. C'est-à-dire qu'on touche à peu près toutes les différentes niches, et nos clients viennent de toutes les différentes niches, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore forcément industrialisé un service en fonction d'une niche, mais plus en fonction d'une technologie et de capacité. Et pour l'instant, ça marche bien. Plus on aura de retours d'expérience et de skin in the game, concept de Nassim Taleb, plus on sera en capacité effectivement d'industrialiser et de se dire, ok, alors ça vaut plus le coup dans telle niche, par exemple la finance, d'avoir des agents IA parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ou dans la santé parce qu'il y aura plus d'impact. Mais en tout cas, pour l'instant, on touche à peu près tout le monde et ça nous convient. Ensuite, la partie vraiment intéressante, la partie delivery. Donc, premier élément, il faut faire effectivement un onboarding, c'est-à-dire que vous allez récupérer tous les différents logiciels du client, vous allez créer les logiciels qui ne sont pas encore créés, vous allez effectivement mieux cartographier les différents process que vous voulez automatiser avec l'IA, ou si ce n'est pas des process mais un autre projet, il faut quand même cartographier le projet pour donner un périmètre défini. Ensuite, les technologies que nous on utilise aujourd'hui, on a N8N. N8N, c'est un orchestrateur. Ça va nous permettre de connecter toutes les différentes API, les différents logiciels, de faire de la manipulation de données. Donc ça nous permet de le faire facilement et aussi d'intégrer des systèmes plus complexes, par exemple avec du code par la suite au-dessus. Et ça s'installe aussi en local sur des serveurs ou directement sur le cloud, sur un VPS par exemple. Donc c'est vraiment flexible et utile et les fonctionnalités IA sont beaucoup plus pertinentes que les autres logiciels d'automatisation comme Make et Zapier. Vous allez le voir probablement que vous connaissez bien Make et pourtant N8N c'est beaucoup plus puissant et ça revient beaucoup moins cher lorsque vous scalez vos automatisations. Donc pourquoi se mettre des épines dans le pied et commencer avec Make alors que vous pouvez directement commencer avec N8N? Ensuite, deuxième technologie fondamentale, on a des bases de données vectorielles, c'est-à-dire que vous avez différentes bases de données vectorielles telles que Quadrant, Supabase, Pinecone, qui vont vous permettre de vectoriser la data de l'entreprise pour pouvoir la réexploiter avec vos automatisations et vos agents IA. Donc on va devoir créer des data pipelines pour récupérer dans les différents points de data, que ce soit sur des logiciels existants, donc que ce soit de la data qui bouge ou que ce soit de la data fixe, par exemple pas mal de fichiers, des PDF, des fiches techniques, des appels d'offres ou autres, qu'importe, on va stocker cette donnée, on va essayer de la stocker de manière à pouvoir la réutiliser. Mine de rien, c'est tout un travail et on le fait directement soit sur Supabase, soit sur Quadrant. Donc N8N, base de données. Ensuite, on a le cloud. Oui, mine de rien, le cloud, c'est vachement utile. Donc en général, on utilise AWS. Il n'y a pas vraiment de raison. Si, il y a une raison, c'est que c'est mainstream et ça marche très bien.
Ça nous permet de stocker du code, par exemple, sur Lambda, ça nous permet de stocker des données sur S3, ça nous permet de créer des API, ça nous permet de stocker des modèles de machine learning sur SageMaker. Bon, il faut quand même faire attention au coût, ça peut coûter cher. Ok. Sinon, il y a d'autres alternatives, telles que DigitalOcean qui coûtent beaucoup moins cher, mais DigitalOcean, étonnamment, il y a quelques fonctionnalités qui marchent un peu moins bien. Par exemple, tout ce qui est carte de crédit, si vous voulez mettre votre carte de crédit, parfois ça marche pas, donc c'est un peu chiant dans la pratique. Donc moi, je vous conseille AWS, mais après, vous pouvez utiliser absolument ce que vous voulez. Et la stratégie, quand vous avez des projets effectivement plus complexes, c'est qu'on va déployer du code sur AWS, et après on va le plug directement sur Amitel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en permanence, parce que ça nous permet d'avoir plus de flexibilité et plus de scale. Ensuite, on a tout ce qui est code. Oui, alors au niveau code, on utilise typiquement Python ou JavaScript. Ok. Pour l'instant, nous, on ne fait pas de front-end parce que moi, je trouve ça ennuyant et je trouve que la valeur ajoutée est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de logiciels et de SaaS existants qui nous permettent de créer des sites internet en 3 secondes. Ok, donc pourquoi se spécialiser dans la création de sites internet alors qu'au niveau du back-end, c'est quand même vachement plus complexe, intellectuellement plus satisfaisant et aussi ça nous permet d'apporter plus de valeur ajoutée et donc d'être payé plus cher. Au niveau des LLM, mon retour d'expérience, c'est qu'il y a tout ce qui est LLM local, justement, qui vont massivement impacter l'économie, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir installer des LLM de plus en plus puissants au local et d'avoir leurs données privées directement dessus. Il va falloir effectivement investir un peu, ok, de leur côté, mais l'investissement va de plus en plus s'amoindrir au fur et à mesure que la techno s'améliore. Donc au niveau des LLM open source, ce qui est intéressant, on a Llama 3.3, on a par exemple Mistral qui est plutôt bien, même si les gens le critiquent, on a DeepSeek. DeepSeek pour le raisonnement c'est vachement pratique. Donc on a toutes ces technologies qu'on peut installer sur l'ordinateur, sur le serveur, qu'importe, ok, qui va nous permettre effectivement de l'exploiter de manière totalement privée et de ne pas envoyer les datas sur une API. Une API, typiquement, si vous voulez des LLM super puissants, les API américaines, donc GPT, ou d'autres API, par exemple, si vous utilisez l'API de DeepSeek, vous envoyez à des Chinois. C'est encore pire. Ok, donc ne le faites pas. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des LLM qui sont basés en Europe, okay, parce qu'en général, en Europe, c'est un peu plus RGPD que tout ce qui est américain, parce que les Américains, eux, ils ont de la chance. Au niveau RGPD, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est mon retour d'expérience au niveau LLM. Gemini aussi, c'est super puissant. Pourquoi ? Parce que ça prend un contexte de 1 million à 2 millions de contextes, sachant que ChatGPT, par exemple, c'est 128 K. C'est-à-dire que ça peut limite remplacer du RAG. Okay, donc pour un peu plus de contexte, on a 3 niveaux de personnalisation de l'IA. On a le prompt engineering, okay, tout le monde en parle depuis des années. On a le RAG et le fine-tuning, qui est le deuxième niveau. Et on a le changement de réseaux neuronaux. Alors dans la pratique, ce qu'on fait, c'est plus le prompt engineering et le RAG. Okay. Sauf que le RAG, s'il n'y a pas beaucoup de data, autant mettre un LLM tel que Gemini qui fait le taf. On a aussi les VLM qui sont vachement pratiques. Ensuite, dernier point, autre. Oui, autre. Pourquoi ? Parce qu'au final, il va falloir vous adapter en fonction du tech stack de vos clients. Qu'ils utilisent un cloud, une base de données spécifique, qu'ils utilisent certains logiciels, certains CRM, certains ERP, qu'importe, au final, il va falloir vous adapter parce que tout le monde utilise un peu tout. Pourquoi ? Parce que le marché des logiciels est titanesque et donc au final, on a énormément de logiciels et les entreprises utilisent énormément de logiciels différents. Donc ça, c'est un conseil, il va falloir être polyvalent et apprendre très rapidement. Donc ça, c'était mon retour d'expérience sur le marché de l'IA en France. En tout cas, ma compréhension au niveau des prestations. Je pourrais peut-être vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Si ça vous a plu, je vous laisse liker, mettre un commentaire. Ça booste toujours l'algo. Et si vous voulez, j'ai une communauté Skool spécialisée dans l'IA, sur les agents IA spécifiquement, avec plus de 1700 membres. Donc vous pouvez rejoindre ou pas, qu'importe, c'est gratuit.